Et donc, je vais commencer par appeler Claude Réau, qui est consultant formateur en agriculture biologique et biodynamique, à venir nous rejoindre pour justement comment qu'on clarifie ensemble le concept d'agriculture biodynamique et de biodynamie. Je vais lui laisser un petit peu de place pour qu'il puisse poser son ordinateur. Et voici. Pendant que Claude, vous vous installez, je vous fais un petit peu votre CV pour qu'on comprenne que vous venez pas que de la biodynamie. Vous avez un parcours divers qui explique votre vision de la chose aujourd'hui. Donc je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui consultant formateur en agriculture biologique et biodynamique. Vous avez une formation en biologie, prolongée par un apprentissage, un BEP en agriculture. Vous avez été donc voilà, très actif dans le domaine agricole, sur des agricultures diverses et variées, conventionnelles et biologiques, j'imagine. De mémoire, c'est ce qu'on avait échangé ensemble au téléphone. Vous avez travaillé également dans le laboratoire Velleda, qui est spécialisé en santé et cosméto. Vous avez enseigné en lycée agricole, pas forcément d'ailleurs autour de la biodynamie. Et donc aujourd'hui, vous êtes consultant, formateur indépendant depuis 2006, auprès d'agriculteurs, de conseillers. Et votre objectif, c'est de rapprocher la biodynamie et le monde agricole en travaillant à la meilleure compréhension de ce qu'est la biodynamie. Donc voilà, c'est tout l'exercice qu'on vous demande aujourd'hui, le défi qu'on vous lance, d'essayer de mieux comprendre la biodynamie. Mettez-vous bien en face du micro, du pupitre, et puis je tourne votre écran, comme ça il est vis-à-vis de vous. On commence par définir c'est quoi, ou plutôt d'où vient la biodynamie. Ok, merci Pierre. C'est bon, bonjour à tous, vous m'entendez normalement? En se rapprochant un peu, ce sera mieux. Très bien. Donc déjà, je vous remercie de me donner la parole. Effectivement, j'ai demandé à Pierre d'insister sur ma formation en tant que maître en biologie, en tant qu'ingénieur agronome. Je viens d'une certaine conception des choses et j'ai ensuite développé mon regard tel que la biodynamie, en fait, essaye de l'expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre, effectivement, de bien préciser les choses. Ce que j'essaye vraiment de faire, je vais essayer de faire, voilà, dans ce quart d'heure qui m'est donné, d'essayer de vous donner ma définition de l'essence même de ce qu'est la biodynamie. Alors, il faut savoir qu'elle est issue en 1924, donc cette année, ça va être le centenaire de la biodynamie, d'un groupe d'agriculteurs qui a demandé à un philosophe, ça peut être très étonnant, de se prononcer sur sa conception des choses auxquelles il fallait prêter attention lorsqu'on pratique l'agriculture. En 1924, se mettaient à peine en place les prémices de l'industrialisation de l'agriculture. Et donc, il a fallu, en fait, distinguer au sein de ce qui était simplement l'agriculture traditionnelle depuis des milliers d'années, c'est-à-dire une agriculture qui n'utilise que des substances naturelles, comment arriver à la distinguer de ce qui était en train de se mettre en place, une industrialisation qui allait s'appuyer sur des données issues de la physique et de la chimie. Et c'est le travail qu'a accompli cet homme, qui se nommait Rudolf Steiner, et qui avait par ailleurs fondé un système qui s'appelle encore aujourd'hui l'anthroposophie. Alors voilà. Je vais à l'essence des choses, hein, Pierre, on est bien d'accord. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Voilà. Depuis 100 ans, en fait, depuis 1924, il y a eu deux courants qui se sont développés à l'issue de ces 8 jours de rencontres où il y avait des agriculteurs et des scientifiques. Il y a eu un courant d'agriculteurs qui s'est maintenu d'une manière continue depuis 100 ans, avec la création d'un cahier des charges en 1928, qui est le cahier des charges Déméter. Ça a été le premier cahier des charges bio qui ait jamais existé. J'imagine qu'il a évolué depuis, mais grosso modo, les fondements datent de cette date-là. Et il existe encore depuis 100 ans. L'agriculture biologique a été définie à cette époque-là. Avant, c'était l'agriculture traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, les agriculteurs ont eu à disposition des concepts qui leur ont permis de faire des choix face à tous
toutes les propositions, tous les outils qui leur ont été proposés plus tard en termes d'action pour l'agriculture. Ce qui a été présenté à l'origine, c'était voilà, faites ceci, vous obtiendrez cela. Ça a été fait, j'expliquerai ce qu'est ce ceci. Ça a été fait et les résultats sont venus très vite. Aussi bien du point de vue de la validation scientifique que de la validation pratique. Avec la biodynamie, le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas dans le résultat. Ça fait 100 ans, je vous le dis, que génération après génération, scientifiques et agriculteurs démontrent que ça marche. Le problème, il n'est pas là. Le problème est que quand on demande à un agriculteur qui pratique la biodynamie, ou quand on demande à un scientifique qui tente de valider la biodynamie, sur quoi reposent les pratiques, les gestes, et sur quoi repose le discours, d'où ça vient, c'est quoi la représentation, c'est quoi le système, d'un coup, tout s'arrête dès que la parole se fait et dès que le geste se montre. Pourquoi ? En termes de gestes, ce n'est pas compliqué la biodynamie. C'est des préparations à base de plantes, d'organes animaux, généralement du bovin, de la vache, associés ensemble d'une certaine manière, en tenant compte de certains rythmes, c'est-à-dire du moment où on va les accomplir dans l'année, et de la quantité qu'on en apporte par hectare, de l'ordre de quelques grammes par hectare. Oui, on parle de dose homéopathique. De dose homéopathique. Bon, ça, voilà. Donc, en gros, on part si je rebondis sur ce que vous dites, par rapport à une agriculture biologique historique, mais même telle qu'aujourd'hui, la biodynamie, c'est une agriculture biologique plus des préparats et une organisation du travail qui correspond à des cycles cosmiques. Et on va peut-être focaliser sur ces préparats, ces préparations, qui sont donc préparés de manière particulière et appliqués de manière particulière à dose homéopathique. En toute petite. Et donc, quand on parle de la validation scientifique de la biodynamie, ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qu'on valide. Est-ce qu'on valide l'approche globale, agriculture biologique plus ses pratiques spécifiques, ou seulement l'apport spécifique de ces pratiques? Alors, ce que l'on valide, ça a été validé. Il n'y a pas eu une génération de chercheurs qui, tous les 10 ans, n'a pas produit son travail pour rendre compte des effets de la biodynamie. Mais bien évidemment, à chaque époque, ces marqueurs, à chaque époque, ce à quoi on est attentif. Ça signifie donc que depuis 100 ans, il y a à peu près tous les marqueurs qui ont été regardés. À notre époque, maintenant, ce que l'on valide, c'est surtout le côté, et là j'ai en tête les recherches de l'INRAE de Dijon et de Colmar sur le programme Éco-Vitisol, visant à caractériser en fait la qualité microbiologique des sols. Et là encore, des résultats ont été montrés en comparant l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique et la biodynamie. La biodynamie marque nettement son influence également. Donc, en ce moment, c'est la microbiologie. Mais à d'autres époques, c'était autre chose. Ça a été validé. Oui, là, ce qui sera intéressant, c'est de mieux comprendre plus spécifiquement quelle est la contribution particulière de ces préparations à cette microbiologie, par exemple. Ou est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que c'est une approche plus systémique, là, globale, qui fait que il se trouve qu'il utilise des préparats, mais qu'en plus, il a une attention plus particulière à d'autres facteurs qui peuvent expliquer aussi cette contribution bénéfique à la vie des sols. Et maintenant, c'est tout le problème. Voilà, c'est tout le sujet. Maintenant, je vais rentrer dans le malaise. Parce que bon, ces préparats, on peut se le dire, pour mettre les pieds dans le plat, elles apparaissent clairement ésotériques pour le commun des mortels. Jusqu'à présent, vous pouvez m'écouter. J'ai aligné mes titres, j'ai aligné les galons, j'ai aligné ma rationalité. Maintenant, restez dans la salle, s'il vous plaît. Ces préparats, je vous les cite. Vous avez de l'écorce de chêne, vous avez de l'ortie, vous avez de la camomille, vous avez du pissenlit, vous avez de l'aquilée millefeuille, vous avez de la valériane officinale, vous avez de la prêle. Parmi les organes animaux, vous avez le crâne. Vous êtes encore là? C'est bon. Vous avez la corne. Vous avez une portion de l'intestin grêle. Vous avez la membrane qui entoure l'intestin grêle et qui s'appelle le mésentère. Vous avez la vessie de cerf.
Non, Oui, mais donc on attendez. parle de cadavres, en plus. Comment est-ce qu'à notre époque, où nos sciences, physique, mécanique, astrophysique, chimie minérale, biochimie, biologie de synthèse, électricité, électronique, informatique, numérique, est-ce qu'on peut encore dire que l'on est des gens sérieux alors que l'on s'amuse à pratiquer quelque chose qui ressemble à des jeux d'enfants? Oui, ça fait un peu tambouille, pour le dire différemment. Voilà. On est d'accord? Donc là, on a plein de guillemets dans ce qu'on dit. On utilise l'ironie un petit peu pour qu'on comprenne bien et que les gens nous suivent. Mais du coup, concrètement, comment on arrive à expliquer l'intérêt de ces préparations? Bien. Toute la difficulté, c'est comment est-ce que les connaissances qui ont permis, alors j'insiste, la biodynamie est issue d'une activité scientifique, c'est-à-dire de l'observation des faits. De l'expérience, vous voulez dire? De l'observation des faits, que ce soit des faits empiriques ou des faits obtenus En démarche à expérimentale. l'issue d'une expérience. C'est une démarche scientifique qui vise à collecter des faits et ensuite à ne pas se priver de l'exercice de l'activité de la pensée pour y trouver un ordonnancement, c'est-à-dire un sens. Si la pensée ne fonctionne pas, si la conscience n'y est pas appliquée, cet ensemble de faits, c'est l'équivalent des lettres sur un livre. Si on ne nous a pas appris à les décrypter, ça reste des faits. Un fait est un fait, sans interprétation, on n'y comprend rien. Donc, quelqu'un, je vous ai cité son nom tout à l'heure, a observé des faits, avec sa conscience, il les a rassemblés, et il en a déduit telle conséquence. Compte tenu de ceci, et il a expliqué pendant ces 8 jours, faites ceci et vous obtiendrez ce résultat. Et je vous le rappelle, ça a été validé. C'est la chaîne de causalité qui interpelle. L'acte de science, c'est un acte où on dégage un tissu, ce que j'appelle un tissu causal, où cause et conséquence se succèdent. Oui, oui. Une cause devient un effet, et à un moment donné, un effet devient une cause. Tout l'enjeu, c'est d'aller au-delà de la corrélation et d'arriver à expliquer le lien de cause à effet. Voilà. Maintenant, la difficulté à laquelle se heurte la biodynamie, c'est la suivante. C'est que depuis 2000 ans, il y a, au sein de l'activité scientifique que je viens d'expliquer juste avant, observer des faits, y appliquer sa pensée, en déduire un sens, etc., etc. Au sein de la pensée scientifique, s'est introduit une thèse, une doctrine, qui s'appelle le matérialisme. Je le définis tel qu'il est sur le dictionnaire. Pour le matérialisme, pour la doctrine, je ne dis pas pour l'hypothèse matérialiste, et ça c'est depuis 2000 ans. En Grèce, c'était déjà attesté par des écrits. Pour cette thèse, on peut parfaitement expliquer le fonctionnement de notre univers uniquement à partir de la notion d'atome et de la notion de mouvement. C'est-à-dire que notre monde est régi par la matière atomique, les sous-particules et les molécules, ce que vous voulez, et le mouvement qui est appliqué. Et à partir de ça, on peut parfaitement justifier du phénomène, de tous les phénomènes qu'on observe dans la physique, dans la chimie, mais aussi des phénomènes qui relèvent du vivant, et également des phénomènes qui relèvent de la conscience. Et Claude, du coup, la biodynamie, et vous en particulier, réfute cette thèse matérialiste oui, mais on continue en accélérant un peu, qui réfute du coup cette thèse matérialiste en disant qu'il y a un concept de force qui permet d'expliquer des liens de cause à effet qui ne seraient pas forcément visibles ou matérialisés, confère les trous noirs par exemple. Voilà. Donc, j'ai essayé de rassembler les 30 ans de compréhension que j'ai eu de la biodynamie pour aujourd'hui. Je ne vous dis pas, ça fait un mois que je ne dors pas. Et je me suis souvenu de ce qu'on m'enseignait lorsque j'étais à la fac, lorsque j'étais ingénieur agronome, et qu'on me disait tout simplement, eh bien voilà, la science étudie de la matière et des phénomènes, c'est-à-dire du mouvement.
Et puis, on m'expliquait également que pour qu'un atome se déplace, il faut bien évidemment donc, qu'il travaille, le terme qu'il travaille, il faut qu'il y ait une force qui y soit appliquée, et il faut qu'il y ait de l'énergie également qui y soit associée. Sans énergie et sans force, la matière ne bouge pas. Pas de mouvement. La matière ne bouge pas. Et ça, hop, on n'en parle plus, et hop, on part dans les applications. Et moi je dis, hop, stop, faisons un peu acte de philosophie. Et je reboucle par rapport aux philosophes. Quand on fait acte de science, on peut aller dans deux sens. Soit vers l'aval, vers les applications pratiques, soit vers l'amont, en direction de ce qu'on peut appeler la philosophie, c'est-à-dire le pourquoi du comment. Alors, reprenons sur énergie et force. J'y suis presque. En 1 minute, ouais. Tu me coupes, vous me coupez. On peut se tutoyer, pas de problème. C'est terminé. Mais en plus, moi, j'ai quelques questions sur lesquelles je veux vous entendre. J'y vais ? Ouais. Allez. Une énergie, une force, ne croyez pas que ce soit quelque chose de concret. C'est juste deux concepts. L'énergie et la force sont des concepts. Ce que l'on a comme chose concrète, c'est ce que l'on mesure de leurs effets. Une force, on voit bien qu'on voit un atome qui se déplace, une molécule qui se déplace. On en déduit qu'il y a un travail qui est effectué et que cette force, elle a un point d'application, elle a une direction, elle a un sens, elle a une intensité. Donc la force en tant que telle n'est pas matérialisée, c'est les effets de cette force qui sont matérialisables. Exactement. Vous êtes à la maison, vous posez la tartine de beurre sur la table, vous allez aux toilettes, vous revenez, elle n'est plus là. Il y a eu un travail, mais vous ne savez pas qui est-ce qui l'a fait. C'est ça qu'on observe quand on parle de force. Et donc, selon la biodynamie et selon vous, notre prisme matérialiste nous empêcherait de passer à côté de ces forces qui, pour reprendre les termes je me suis un peu renseigné du coup, du cahier des charges, si je ne dis pas de bêtises, seraient des impulsions constructrices transmises au processus naturel via ces préparations. Je fais le lien avec les préparations. Donc, les préparations seraient à l'origine de ces forces qui généreraient des effets positifs sur les processus naturels et donc écologiques. Merci Pierre. Ce que je veux dire, 2 fois c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est que mettez-vous bien dans le crâne, s'il vous plaît, que si la matière bouge, c'est en vertu de 2 concepts dont on ignore tout. Force et énergie. Si jamais l'énergie et si jamais la force cessait, elle est attachée à la matière, il n'y a aucun problème. L'énergie et la force sont associées à la matière. Elles sortent de la matière. Elles émergent de la matière, mais on ignore tout de ce qu'elles sont. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont les causes du mouvement et des phénomènes que l'on observe. Et donc, moi, je prolonge ma question. Pourquoi ces préparations et comment ces préparations sont à l'origine de ces forces? J'y arrive. Mais d'abord... Oui, mais allons-y vite. Oui, mais si on n'y arrive pas. Mais ce qui est important, et du coup, ça y est, l'idée est partie, l'oiseau s'est envolé. Ce qui est important, s'il vous plaît, qui est-ce qui m'aide? J'étais où? Sur les préparations? Non. C'est là que je veux aller, moi. Non, on ignore tout des 2 concepts, force et énergie. Oui. Qui expliquent le mouvement de la matière. Voilà. Mais du coup, ces 2 concepts ne sont pas matériels. Donc, ils n'appartiennent pas au domaine de définition de la conclusion du matérialisme sur le monde. Ce sont des choses qui sont en dehors de la matérialité, puisqu'on ne les perçoit pas. Et on ne les percevra jamais. Pourquoi? On pourrait dire, tiens, on va élargir, on va se rendre compte que finalement c'est de la matière. On va inventer un microscope qui va encore plus gros. Et ça va être une matière. Mais ça ne pourra jamais être qu'une matière, parce que si ça n'était qu'une matière, le mouvement s'arrêterait. Claude, je veux vous faire atterrir absolument sur les préparations, et juste qu'on comprenne pourquoi... Maintenant, non, mais je pense que là, le point de départ et le postulat que vous avez, je pense que c'est très bien compris. La question, c'est maintenant comment on fait le lien entre ce postulat et les préparations. Pourquoi ces préparations seraient à l'origine de ces forces et pourquoi on doit croire Rudolf Steiner, qui par ailleurs a créé un mouvement anthroposophiste qui est largement décrié, car véhiculant des croyances racialistes et puis suivi par différentes organisations, associations, en craignant de lutte contre les dérives sectaires. Parenthèse fermée, je veux juste revenir sur pourquoi, du coup, ces préparations... Non, mais c'est une grosse parenthèse, mais on ne pouvait pas ne pas la mentionner. Il faudrait 2 jours pour répondre, mais je pourrais répondre, il n'y a aucun problème. Mais en fait, ce n'est pas tellement l'objet. Mon objet, c'est agronomiquement,
pourquoi et comment surtout, quelle est l'origine de ces préparations et pourquoi si on part de votre postulat, ces préparations sont l'origine de force, comment on fait le lien entre les deux? Compris. Maintenant, veuillez noter, tout ce qui est utilisé... Devant le micro surtout. Voilà. Je pense qu'il m'entendait quand même. Il y a en ligne aussi. Tout ce qui est utilisé, ce sont des matières organiques. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, vous savez très bien, et on vous l'a enseigné, qu'il y a deux états de la matière dans ce monde. Soit c'est de la matière à l'état minéral, c'est-à-dire mort, soit c'est de la matière à l'état vivant. Et maintenant, si vous rebouclez sur ce que je vous ai dit avant, les phénomènes du vivant, c'est un mouvement. Donc il y a des forces, donc il y a des énergies. Or, jusqu'à présent, toutes les réalisations magnifiques de notre science ne relèvent que de la mise en mouvement de connaissances sur les forces et les énergies liées au monde minéral, au monde mort. Et jusqu'à ce jour, on n'est pas capable de recréer le moindre pissenlit. On va dans l'espace, on utilise le numérique, c'est extraordinaire et c'est vrai, mais ce n'est que la mise en mouvement de nos connaissances relatives au monde de la matière physique, de la matière morte et des forces qui y sont associées. Si ces forces que l'on maîtrise d'une manière magnifique étaient aptes à convertir une matière minérale en matière vivante, on l'aurait déjà fait. On ne le sait pas. Donc ma question, est-ce que les forces qui permettent de métamorphoser une matière qui n'obéit qu'aux lois de la physique et de la chimie et qui la transforment en matière capable de vie, c'est-à-dire capable de croissance, de nutrition, de digestion, d'excrétion, de reproduction, sont les mêmes que celles de la physique et de la chimie? C'est ça le questionnement de la biodynamie. Et c'est ça que le matérialisme ne peut pas accepter, parce que sa doctrine dit que ça n'y figure pas. Donc vous êtes en train de nous dire que par construction, on ne peut pas démontrer avec nos outils physiques et chimiques et notre vision matérialiste la pertinence de la biodynamie. On n'aurait pas les bons outils pour le faire. Conceptuel on n'est pas dans la bonne représentation. Ça, dans le bon cadre. Voilà. Le discours et les actes d'un biodynamiste paraissent complètement ahurissants à notre époque de haute technologie, mais qui ne sont basés que sur la mise en œuvre des propriétés de la matière. Justement, parce qu'on la justifie aujourd'hui, et c'est la critique qu'on lui apporte, par de la pseudo-science. Mais ça va mettre en péril, du coup, la biodynamie, si on fait que ça. Donnez-moi 2 jours et vous allez voir si je fais de la pseudo-science. Je vous dis, depuis 100 ans, c'est démontré. Et peut-être pour conclure, c'est la question c'est le débat, c'est est-ce que c'est démontré ou pas et qu'est-ce qu'on démontre? C'est tout l'objet. On démontre que ça a un effet. Voilà ce qu'on démontre. Ça a un effet. La biodiversité est augmentée. La biodiversité, voilà. Oui, la question c'est quelle contribution particulière du préparat et du travail en fonction des rythmes cosmiques. Parce que c'est à notre époque. C'est ça. Mais 10 années avant, on démontrait d'autres paramètres, etc. Oui, mais si la spécificité de la biodynamie, si je vous ai bien suivi, c'est les préparats et le travail en fonction des rythmes cosmiques par rapport à l'agriculture biologique, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est la contribution différenciée de ça dans un système global pour pouvoir mieux comprendre les liens de cause à effet, ces liens entre ces forces initiées par ces préparats dans le bon système et les processus écologiques qui sont mis en œuvre. Je vais conclure là-dessus. Super. Devant le micro. Bon, j'ai une bonne voix, mais je pense que... Ça y est, l'oiseau s'est envolé. La question de la pseudoscience, la règle des capacités à démontrer, est-ce qu'on arrive à démontrer la contribution spécifique des pratiques de la biodynamie par rapport à une agriculture biologique dans une logique et une approche système? Ça, j'ai déjà répondu à ça. Oui. Ça, j'ai déjà répondu. Le point par rapport à la biodynamie, c'est que son discours n'est pas entendable. Parce qu'il se heurte de plein fouet avec, je vous le dis, cette notion que la chaîne causale doit absolument être incluse dans le domaine d'exercice de la science.
Le domaine d'exercice de la science, c'est le domaine de son fonctionnement. Mais le fruit de ce fonctionnement peut parfaitement être situé en dehors de ce qui est palpable. Oui, oui. Mais il ne faut pas qu'on se confonde entre matériel et scientifique. Il y a pour le biodynamiste une partie de la chaîne causale des phénomènes que l'on observe ici qui se trouve en dehors du champ de nos perceptions. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre pour que les systèmes deviennent des systèmes vivants. Et je conclus, c'est terminé, parce que si on continue à ne mettre en œuvre dans nos écosystèmes agricoles que des applications qui sont issues des connaissances de la physique et de la chimie, c'est-à-dire des matières mortes. Et de la biologie, quand même. Il y a un peu de biologie dans l'agronomie. Je parle des applications pratiques. Et là, il manque du temps. Hein. Sinon, je vais enchaîner sur les virus, je vais enchaîner sur, sur la viande synthétique, et je vais enchaîner sur les bactéries du genre Mycoplasma laboratorium, où on dit on a créé une bactérie. Ce n'est pas vrai. On a introduit dans une bactérie, c'est-à-dire dans un système vivant, dans lequel des forces et des énergies du vivant se saisissent de l'ADN qu'on y a mis synthétique et ont reprogrammé la bactérie pour lui faire ce que l'on veut. Fermons cette parenthèse pour rester sur votre conclusion. On n'a absolument pas recréé un être vivant, ce n'est pas vrai. Et quand on fait de la viande synthétique, on ne recrée pas du vivant non plus. On introduit dans une cellule souche des nutriments qui viennent du dehors, exactement comme quand on sème un grain de blé sur une parcelle, oui, c'est un process et que industriel. ce grain de blé incorpore 100 fois son poids en matières minérales qui viennent du sol et de matières minérales qui viennent de l'atmosphère, et on obtient 100 fois son poids. C'est un germe vivant qui rend vivant, qui anime d'une dynamique vivante des matières qui, avant, ne sont animées que d'une dynamique physique et chimique. Et si on fait le lien avec la biodynamie, en gros, ce qu'on entend, c'est qu'il faut changer de lunettes pour arriver à comprendre la démonstration que vous nous faites de la pertinence de la biodynamie, de ses apports spécifiques par rapport à l'agriculture biologique. On a conclu. Dernière phrase. Devant le micro. La biodynamie nous met en garde sur le fait que le vivant est en danger parce qu'on n'a pas compris que les forces et les énergies qui l'animent ne sont pas celles qu'on lui applique en ce moment. Et nous sommes des êtres vivants. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre notre dynamique parce que la suppression de ces forces est en train, tout simplement, et le mot est fort, de nous minéraliser, de nous pétrifier. Voilà. Je vous remercie. Merci. C'est pas très encourageant, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Claude. Et merci d'avoir joué le jeu de l'exposé synthétique et pédagogique. On prend une question de la salle avant de partir, peut-être, Claude, si jamais. Marie-Emmanuelle, je vous laisse vous présenter. Marie-Emmanuelle Saint-Macary, directrice scientifique du groupe Ethicae, qui a changé de nom, groupe Freycinet. Donc la matière organique, on connaît bien. Fertilisation organique depuis 153 ans ou 4 ans aujourd'hui. Et donc ma question c'était chimie, physique, je suis complètement d'accord, mais il y a de la chimie organique aussi, et c'est le recyclage, c'est le principe du recyclage. Il y a quand même une grosse partie en biodynamie qui fait partie de cette chimie-là. C'est du recyclage, réutilisation de la matière vivante. Et moi, ma question que j'ai aujourd'hui, je travaille avec des biodynamiciens, donc je ne vais absolument pas dans du débat, c'est la question de l'évolution. En tant que directrice scientifique, je fais des produits, j'innove des produits qui aident et qui sont utilisables en biodynamie, mais c'est vraiment l'évolution. Moi, ce qui me gêne, c'est le manque d'évolution vis-à-vis des connaissances qu'on acquiert quand même depuis effectivement 100 ans. Et pourquoi rester sur des acquis fixés? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une question à se poser d'évolution aujourd'hui où on parle de recyclage tous les jours? Dit autrement devant le micro, est-ce qu'on a le droit de remettre en cause la doctrine initiale, ou est-ce qu'elle a le droit d'évoluer, ou est-ce qu'elle a évolué? Ce que je ne saisis pas, c'est le lien que vous faites entre recyclage et évolution, c'est ça. C'est un exemple, je pense. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à exprimer... Mais aidez-moi, sinon je ne pourrais pas répondre. Aujourd'hui, on arrive à exprimer, je me permets, un certain nombre de processus par le biais de recyclage de molécules, de nutriments, enfin d'évolution et de transformation de la matière organique et de la matière première. Et donc c'est un exemple, mais indépendamment de cet exemple-là, pourquoi, si c'est le cas,
les principes de la biodynamie n'évoluent pas. Alors que la science, et vous revendiquez une capacité à démontrer la biodynamie par une démarche scientifique, elle-même avance et remet en cause un certain nombre de ces principes historiques. Alors, en 3 secondes, ça va être difficile, mais je vais quand même essayer. En agriculture, on n'est pas dans la, comment on appelle ça, la fashion. La fast fashion. La fast fashion. C'est-à-dire qu'on est sur des cycles qui n'ont rien à voir avec nos dynamiques sociales. Et ça, il faut en prendre conscience. Depuis combien de temps un chêne est un chêne? Depuis combien de temps un sol est un sol? Ce qui est important, c'est d'identifier les causes fondamentales qui font que les êtres vivants sont les êtres vivants. C'est ça qui est important. Et j'ai essayé de vous faire la démonstration que ce n'était absolument pas acquis, puisqu'on les considère de la même manière que si c'était un ordinateur. Voilà pourquoi ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas parce que toute notre société a légitimé le fait que n'était juste qu'une vision matérialiste des êtres vivants, où seul compte la matière. Et ce qui a été proposé en 24, on arrive encore à présent, quand on lit en fait le compte-rendu du processus de compréhension qui a abouti, à travers cet homme, à proposer les préparats, on le comprend à peine. On le comprend à peine. Donc pourquoi on doit le croire? C'est ça du coup. Si on le comprend à peine, pourquoi on doit le croire? Mais on va devoir. Parce que le résultat est là, tout simplement. C'est là, voilà, c'est là où il. C'est la validation scientifique. Dans une validation scientifique. Empirique du coup. Empirique. Ah non. Je redis, c'est une démarche scientifique de prise en compte des faits par quelqu'un qui a pris en compte ces faits, qui les a assemblés, qui a vu l'ordonnancement, qui en a déduit. Et puis une forme de reproductibilité peut-être. Et qui en a déduit. C'est ça le problème. Mais comme cette représentation est en dehors de notre système de représentation, dès le départ, on peut pas le voir. Dès qu'un scientifique s'y intéresse, il dit « mais non, c'est pas possible, ça ne correspond pas à mes bases, donc ça ne peut pas fonctionner ». C'est ça le problème. Oui, en fait, on ne met même pas en cause peut-être le fonctionnement, c'est comment ça fonctionne. C'est là où en fait on n'a pas les outils. Donnez-moi 4 jours. À partir des faits, je vous montrerai, mais donnez pas qu'un quart d'heure. Ok. Moi, mon travail, depuis 30 ans, c'est de présenter rationnellement les faits à tout le monde pour montrer le cheminement qui a conduit à cette réalité. Merci beaucoup en tout cas Claude d'avoir fait cet exercice contraint, on en a conscience. On a un peu débordé mais ça valait vraiment le coup. Ouais, ça valait vraiment le coup. Merci beaucoup, on peut applaudir Claude d'avoir joué le jeu.